Le millionnaire est resté figé en entendant la serveuse jouer le violon de sa fille disparue. La lumière dorée des lustres en cristal se reflétait sur le marbre blanc du grand salon. Laurent Delacroix traversait la foule d'invités avec l'assurance tranquille d'un homme habitué au pouvoir. À 54 ans, son visage portait les marques d'une vie intense. Des rides profondes autour des yeux gris-vert. Une mâchoire serrée qui trahissait une tension permanente. Des tempes grisonnantes qui lui donnaient un air distingué mais distant. Ce soir-là, comme tous les autres soirs de gala, il jouait son rôle à la perfection. Sourire poli pour le ministre du Tourisme, poignée de main ferme avec le PDG d'une chaîne concurrente, hochement de tête courtois vers la baronne de quelque chose dont il avait oublié le nom, son empire hôtelier s'étendait sur 3 continents, mais son cœur, lui, était resté figé 20 ans plus tôt. « Monsieur Delacroix, permettez-moi de vous présenter. » La voix du directeur commercial s'estompa dans un bourdonnement lointain. Laurent venait de s'immobiliser au milieu du salon, son verre de whisky à mi-chemin entre la table et ses lèvres. Une mélodie, délicate, presque timide, un violon qui murmurait plutôt qu'il ne chantait. Mais cette musique, mon Dieu, cette musique. Les doigts de Laurent se desserrèrent. Le verre en cristal de baccarat s'écrasa contre le sol dans un fracas qui fit taire les conversations alentour. Des éclats scintillants se dispersèrent sur le marbre, comme des larmes pétrifiées. Quelqu'un s'exclama, une femme rit nerveusement. Le directeur commercial s'agenouilla pour ramasser les débris. Laurent n'entendit rien de tout cela. Il ne percevait plus que ces notes suspendues dans l'air. Cette mélodie qu'il croyait enfouie à jamais dans les recoins les plus sombres de sa mémoire. La Noche Serena, une chanson que sa grand-mère fredonnait autrefois. Les soirs d'été, dans la vieille maison de Provence. Une berceuse qu'elle lui avait transmise. Et qu'il avait lui-même chantée à « Non, il ne fallait pas penser à elle. Pas maintenant. Pas après 20 ans de thérapie, de somnifères, de réunions interminables où il noyait son chagrin dans le travail. » Mais la mélodie continuait, impitoyable. Déchirant le voile qu'il avait si patiemment tissé autour de son cœur, Laurent pivota lentement, comme un homme en transe. Ses yeux balayèrent le salon, jusqu'à trouver la source de cette torture exquise. Dans l'angle ouest, près des portes-fenêtres qui donnaient sur le jardin, se tenait une jeune femme. Elle portait l'uniforme noir et blanc du personnel de service. Sobre, impeccable, presque invisible dans ce décor opulent, ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon strict qui dégageait son visage. Elle ne pouvait avoir plus de 25, peut-être 26 ans, et elle jouait du violon, les yeux fermés, concentrée. Elle ne semblait pas consciente de l'attention qu'elle suscitait. Ses doigts glissaient sur les cordes avec une grâce naturelle, comme s'il connaissait ce chemin depuis toujours. L'archet dansait, léger, portant la mélodie avec une douceur qui serrait la gorge. Laurent fit un pas, puis un autre. La foule s'écarta instinctivement devant lui. Il avançait sans même s'en rendre compte, attiré par cette apparition comme un naufragé vers un phare. Plus il s'approchait, plus son cœur cognait contre ses côtes. Ce visage, ses traits délicats, le nez légèrement retroussé, la courbe douce des pommettes, la bouche fine qui se mordait légèrement la lèvre inférieure dans un geste de concentration. Impossible. Les souvenirs déferlèrent, comme une vague scélérate. Isabelle a 6 ans, courant dans le jardin de la Bastide en Provence. Ses boucles blondes volant au vent, le petit violon rouge qu'il lui avait acheté à Paris, trop grand pour ses mains potelées. Mais elle insistait pour le porter partout. Cette même mélodie qu'elle massacrait joyeusement tous les dimanches matins, le réveillant avec ses fausses notes et ses rires cristallins. « Ma petite étoile », l'appelait-il. Puis plus rien. Le vide, le silence assourdissant qui avait suivi sa disparition. La musique s'arrêta. La jeune femme ouvrit les yeux. Vert gris, exactement comme les siens, exactement comme ceux d'Isabelle. Elle sursauta en le découvrant si proche, à moins de 2 mètres, la fixant avec une intensité qui devait la mettre mal à l'aise. « Oh, pardon, monsieur, Elle serra le violon contre elle comme un bouclier. Mon patron m'avait dit que je pouvais jouer pendant le cocktail, mais je ne voulais pas déranger. Je vais ranger tout de suite. Sa voix, douce, un peu hésitante, avec cet accent du Sud qui traînait sur les voyelles, Laurent réalisa qu'il devait dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots restèrent coincés quelque part entre son cerveau et sa bouche. Cette mélodie, parvint-il finalement à articuler. La gorge nouée, où l'avez-vous apprise? La jeune femme cligna des yeux, surprise par la question.
Je ne sais pas vraiment, monsieur. Elle est dans ma tête depuis toujours, je crois. Ma mère adoptive disait que je la fredonnais déjà quand j'étais toute petite, bien avant de savoir jouer du violon, mais je n'ai jamais su d'où elle venait. Mère adoptive. Le monde vacilla légèrement sous les pieds de Laurent. Comment vous appelez-vous? Valérie Moreau. Pas Isabelle, évidemment. Qu'espérait-il? Qu'une enfant disparue depuis 2 décennies surgisse miraculeusement dans son salon en jouant leur chanson secrète. Pourtant, cette musique, reprit Laurent d'une voix qu'il voulait ferme, mais qui tremblait malgré lui, elle a un nom, la Noche Serena. C'est une berceuse très ancienne, presque personne ne la connaît. Valérie haussa légèrement les épaules, l'air à la fois gêné et curieux. Je ne connais pas son nom, pour moi, c'était juste la mélodie, celle qui me calmait quand j'avais peur, celle que je jouais quand je me sentais seule à l'orphelinat. Laurent recula d'un pas, comme si on venait de le gifler. L'orphelinat? Oui, monsieur. J'y ai grandi jusqu'à mes 7 ans, avant d'être adoptée par Madame Moreau. Elle baissa les yeux. Je suis désolée, je parle trop. Vous devez retourner auprès de vos invités. Non, Laurent s'interrompit, réalisant que plusieurs personnes les observaient avec curiosité. Continuez à jouer, s'il vous plaît. Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre. Avant que quelqu'un ne remarque les larmes qui lui piquaient hors les yeux. Cette nuit-là, Laurent ne dormit pas. Assis dans son bureau au 3e étage de la mansion, il contemplait la photographie encadrée sur son bureau, Isabelle à 6 ans, tenant son violon rouge. Souriant à l'objectif avec cette joie insouciante de l'enfance, à côté, posée sous verre, la partition originale de la Noche Serena, écrite à la main par sa grand-mère dans les années 40, une mélodie que la famille s'était transmise de génération en génération, une mélodie qui n'avait jamais été publiée, jamais enregistrée, une mélodie que seule Isabelle aurait pu connaître. Dehors, l'aube commençait à teinter le ciel de rose. Laurent décrocha son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Adrien, désolé de t'appeler si tôt. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. C'est urgent. » Au bout du fil, son avocat soupira. Il connaissait ce ton. Il l'avait déjà entendu tant de fois auparavant. « Laurent, pas encore. Tu te souviens de la dernière fois. Et celle d'avant, combien de déceptions peux-tu encore? Cette fois, c'est différent, coupa Laurent. Cette fois, j'en suis sûre, Adrien Lambert arriva à la mansion 1 heure plus tard. Une mallette en cuir sous le bras et une expression résignée sur le visage. À 60 ans, cet homme au crâne dégarni et aux lunettes rondes avait traversé les pires tempêtes aux côtés de Laurent. 30 années de loyauté indéfectible, de secrets partagés, de batailles juridiques gagnées et perdues. Mais surtout, il avait été témoin de toutes les fausses pistes, toutes les jeunes femmes qui ressemblaient vaguement à Isabelle, tous les imposteurs, les opportunistes, les mythomanes qui avaient brisé un peu plus le cœur déjà fracassé de son ami à chaque nouvelle déception. « Raconte-moi », dit-il simplement en s'asseyant dans le fauteuil en face du bureau. Laurent lui tendit la photographie d'Isabelle, puis fit glisser la partition manuscrite de la Noche Serena vers lui. 20 ans, Adrien. 20 ans que personne n'a joué cette mélodie. Personne sauf ta fille, compléta Adrien doucement. Je sais. Le silence s'installa, lourd de souvenirs. Laurent se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Le jardin s'étendait devant lui, parfaitement entretenu, chaque haie taillée avec précision militaire. Rien ne devait déranger l'ordre apparent. Rien ne devait trahir le chaos intérieur. C'était en juillet, commença Laurent d'une voix absente, comme s'il se parlait à lui-même. Il faisait une chaleur écrasante. Camille voulait emmener Isabelle à la Bastide pour les vacances. Moi, j'avais cette fusion à boucler. Ces Américains qui ne lâchaient de rien sur les clauses contractuelles. Il s'interrompit, la mâchoire serrée. Même après 2 décennies, la culpabilité restait aussi vive qu'une plaie à vif. Je leur ai dit d'y aller sans moi, que je les rejoindrais le week-end suivant. Sa voix se brisa légèrement. Sauf que le week-end suivant, il n'y avait plus personne à rejoindre. Adrien connaissait l'histoire par cœur. Il l'avait vécue en temps réel, gérant les communications avec la police, les médias, les négociateurs professionnels qu'on avait fait venir au cas où il s'agirait d'une demande de rançon. Mais aucune demande n'était jamais venue. Le 14 juillet 2005, Isabelle jouait dans le jardin de la Bastide, pendant que Camille préparait le déjeuner à l'intérieur. Quelques minutes d'inattention, c'est tout ce qu'il avait fallu. Quand Camille était sortie pour l'appeler, l'enfant avait disparu,
évaporé, comme si la terre l'avait englouti. Les recherches avaient duré des mois, des chiens, des hélicoptères, des plongeurs dans la rivière voisine. Chaque grange, chaque cave, chaque recoin de la région avait été fouillé. Laurent avait dépensé des millions en détectives privés, en récompenses, en médiums même, dans ses moments les plus désespérés. Rien, pas un corps, pas un témoin, pas la moindre piste. Et puis Camille était morte. 5 ans après la disparition, son cœur avait simplement cessé de battre une nuit de décembre. Défaillance cardiaque, avait conclu le médecin légiste. Mais Laurent savait la vérité. Sa femme était morte de chagrin. Elle s'était éteinte petit à petit, consumée de l'intérieur par l'absence de leur fille. Cette garçonnette, reprit Laurent en se retournant vers Adrien. Elle a grandi dans un orphelinat, à Limoges. Elle ne se souvient de rien avant l'âge de 7 ans. Adrien releva brusquement la tête. 7 ans. Isabelle avait 6 ans quand elle a disparu. Laurent, je sais ce que tu vas dire, que j'ai déjà suivi ce genre de coïncidence, que ça ne mène nulle part. Mais cette mélodie, Adrien, cette putain de mélodie que personne ne connaît, comment pourrait-elle la jouer si... D'accord, coupa Adrien en levant une main apaisante. Je vais me renseigner, nom complet. Valérie Moreau. Elle travaille pour Prestige Events, l'agence qui s'occupe du personnel pour les réceptions. Adrien nota dans son carnet. Il connaissait la chanson. Il allait éplucher le passé de cette jeune femme, trouver ses zones d'ombre, vérifier chaque détail. Et probablement, comme toutes les fois précédentes, découvrir une explication rationnelle qui briserait un peu plus Laurent. Mais cette fois, quelque chose dans les yeux de son ami l'inquiétait davantage que d'habitude, une lueur de conviction absolue, d'espoir dangereux. Une chose encore, ajouta Laurent, je veux la revoir, lui proposer un emploi, ici, à la mention. Laurent, c'est une très mauvaise idée, si elle n'est pas celle que tu crois. Et si elle l'est, les 2 hommes se mesurèrent du regard. Finalement, Adrien hocha la tête. Je vais voir ce que je peux faire. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension insupportable pour Laurent. Il assistait à ces réunions comme un automate, signait des contrats sans vraiment les lire, répondait aux questions de ses directeurs avec un détachement inhabituel. Son esprit était ailleurs, prisonnier d'un passé qui refusait de rester enterré. Le rapport d'Adrien arriva le vendredi soir. Dans une enveloppe Kraft déposée personnellement, Laurent l'ouvrit avec des mains tremblantes. Valérie Moreau, née le 3 mars 1999, date estimée, trouvée seule dans une gare routière de Limoges en août 2006, état de choc profond, mutisme sélectif pendant plusieurs semaines, placée à l'orphelinat Sainte-Marie, adoptée en janvier 2007 par Thérèse Moreau, couturière, veuve, sans enfant. Thérèse Moreau décédée en 2022 d'un cancer du pancréas, pas de certificat de naissance original, pas de dossier médical antérieur à son arrivée à l'orphelinat, les autorités n'ont jamais réussi à établir son identité, aucun signalement d'enfant disparu ne correspondait à son profil à l'époque. Scolarité normale, diplôme d'hôtellerie obtenu à Limoges, travaille dans l'événementiel depuis 3 ans, pas de casier judiciaire, pas de dette, vie discrète, solitaire, joue du violon depuis l'adolescence, autodidacte d'après ses anciens voisins. Laurent relut le document 3 fois. Chaque phrase renforçait sa conviction. Août 2006, 1 an après la disparition d'Isabelle. Une enfant retrouvée seule, traumatisée, incapable de dire qui elle était ou d'où elle venait. Pas de passé, pas de famille, pas de racines. Exactement comme si on avait voulu effacer son existence. Le lundi suivant, Laurent convoqua Valérie à la mention. Elle arriva en milieu d'après-midi, visiblement nerveuse, serrant son sac à main élimé contre sa poitrine. La robe qu'elle portait avait connu des jours meilleurs, mais elle était propre et repassée avec soin. Laurent la reçut dans la bibliothèque, un décor moins intimidant que son bureau, des livres du sol au plafond, un feu qui crépitait doucement dans la cheminée malgré la douceur de l'automne, des fauteuils en cuir patinés par le temps. « Asseyez-vous. »« Je vous en prie, » dit-il en désignant un siège. Valérie obéit, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux. Elle évitait son regard, visiblement mal à l'aise dans ce décor opulent. « Mademoiselle Moreau, j'ai une proposition à vous faire. » Laurent s'efforçait de garder un ton professionnel, alors que tout en lui hurlait de la prendre dans ses bras, de lui dire la vérité.
Mes hôtels organisent régulièrement des événements culturels. Nous aurions besoin de quelqu'un pour coordonner ces soirées, quelqu'un qui comprend la musique, qui sait créer une atmosphère. Vous m'avez impressionné l'autre soir. Valérie leva enfin les yeux vers lui, surprise. Mais monsieur Delacroix, je ne suis qu'une serveuse. Je n'ai aucune formation en gestion culturelle. Je n'ai jamais... Vous avez un talent. Ça ne s'apprend pas dans les écoles. Il se pencha légèrement vers elle. Je vous offre un vrai contrat. Un salaire correct. Un appartement de fonction si vous en avez besoin. Tout ce que je demande, c'est votre engagement et votre passion pour la musique. Elle le dévisagea longuement, comme si elle cherchait le piège. Puis, lentement, un sourire timide éclaira son visage. D'accord, j'accepte. Laurent sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle serait là, proche. Il pourrait l'observer, chercher d'autres signes, d'autres preuves. Il pourrait retrouver sa fille. Valérie se leva pour partir, mais se retourna sur le seuil de la porte. « Monsieur Delacroix, pourquoi faites-vous ça pour moi ?» La question le prit au dépourvu. Il chercha une réponse qui ne trahirait pas la vérité. « Ah, parce que tout le monde mérite une chance, mademoiselle Moreau. Et parce que votre musique m'a rappelé que la beauté existe encore dans ce monde. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas toute la vérité non plus. » Valérie emménagea dans l'appartement de fonction la semaine suivante. C'était un studio lumineux au dernier étage d'un immeuble haussmannien du 16e arrondissement, bien trop élégant pour ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Elle passa la première soirée assise sur le parquet ciré, adossée au mur, n'osant pas toucher aux meubles immaculés. Persuadée qu'elle allait se réveiller de ce rêve impossible, son travail consistait officiellement à organiser les soirées musicales dans les différents établissements du groupe Delacroix. Dans les faits, Laurent trouvait 1000 prétextes pour la garder à la mention, une répétition à superviser, un catalogue de musiciens à éplucher, des échantillons de tissus pour les décors à valider. Il l'observait, constamment, discrètement, comme un homme qui cherche à reconstituer un puzzle dont il ne possède que quelques pièces, la façon dont elle tortillait une mèche de cheveux quand elle était concentrée, exactement comme Isabelle le faisait en coloriant ses dessins, le petit pli qui se formait entre ses sourcils quand elle réfléchissait, la manière dont elle mordillait sa lèvre inférieure avant de prendre une décision. Chaque geste était une déchirure, un écho du passé qui transperçait le présent. Un après-midi de fin octobre, Laurent la trouva dans le petit salon de musique qu'il avait fait aménager spécialement pour elle. Valérie était debout près de la fenêtre, son violon sous le menton, jouant une mélodie qu'il ne reconnaissait pas, quelque chose de mélancolique et doux à la fois. Il s'arrêta sur le seuil, n'osant pas interrompre. La lumière automnale dorait ses cheveux détachés qui cascadaient sur ses épaules. Elle portait une robe simple en coton bleu, pieds nus sur le tapis persan. Elle semblait perdue dans sa musique, ailleurs, dans un monde que lui ne pouvait atteindre. Quand elle termina, elle ouvrit les yeux et sursauta en le découvrant. « Oh, pardon, monsieur Delacroix. Je ne vous avais pas entendu, je ne devrais pas jouer pendant les heures de travail. Au contraire, » répondit Laurent en entrant dans la pièce. « C'est précisément pour ça que je vous ai engagé. Votre musique rend cet endroit vivant. » Un sourire timide éclaira le visage de Valérie. Laurent sentit son cœur se serrer. Ce sourire, celui d'Isabelle, quand il la félicitait pour ses dessins maladroits, qu'il accrochait fièrement sur le réfrigérateur. C'était quoi cette mélodie ? Demanda-t-il, en s'asseyant dans le fauteuil près de la cheminée. Je ne sais pas trop. Ça me vient comme ça parfois. Des bribes de musique qui traversent ma tête. Elle posa délicatement le violon dans son étui. Thérèse, ma mère adoptive, disait que j'avais un don, mais je crois surtout que la musique est la seule chose qui m'aide à ne pas me sentir. Perdue comment ? Valérie s'assit sur le rebord de la fenêtre, enroulant ses bras autour de ses genoux. Elle avait l'air soudainement plus jeune, plus vulnérable. C'est difficile à expliquer. C'est comme si une partie de moi manquait, comme un livre dont on aurait arraché les premières pages. Je ne me souviens de rien avant l'orphelinat, rien du tout. Les médecins ont dit que c'était un traumatisme, que mon cerveau avait effacé des souvenirs trop douloureux. Mais ça laisse un vide. Vous comprenez ? Un grand trou noir là où devrait être mon enfance. Laurent dut mobiliser toute sa volonté pour ne pas se lever, pour ne pas lui avouer qu'il connaissait ce vide, qu'il pourrait le remplir, qu'il avait les pages manquantes de son histoire. Vous ne vous rappelez vraiment rien. Pas une image, pas une sensation. Valérie ferma les yeux, comme si elle fouillait dans les recoins obscurs de sa mémoire.
Parfois, j'ai des rêves, toujours les mêmes. Il y a un jardin, très grand, avec des lavandes qui sentent fort, et une maison en pierre, avec des volets bleus. Sa voix se fit plus douce, presque enfantine. Il y a quelqu'un qui m'appelle, une voix d'homme, grave, rassurante. Il m'appelle, ma petite étoile. Laurent sentit le monde basculer. Ses doigts agrippèrent les accoudoirs du fauteuil si fort que ses jointures blanchirent. Ma petite étoile. Les mots qu'il murmurait à Isabelle chaque soir en l'abordant. Les derniers mots qu'il lui avait dits au téléphone. La veille de sa disparition. Monsieur Delacroix, vous allez bien? Vous êtes tout pâle. Il cligna des yeux, forçant un sourire qui devait ressembler à une grimace. Oui, juste, un vertige, ça m'arrive parfois. Il se leva trop rapidement. Excusez-moi, j'ai une conférence téléphonique. Continuez à jouer, s'il vous plaît. Cette maison a besoin de musique. Il sortit avant qu'elle ne puisse voir les larmes qui lui brûlèrent les yeux. Dans son bureau, Laurent s'effondra dans son fauteuil. Ses mains tremblaient incontrôlablement. Il décrocha le téléphone et composa le numéro d'Adrien. « J'ai besoin d'un test ADN », dit-il sans préambule. Un silence, puis un soupir résigné. « Laurent, je sais, tu penses que je suis fou, mais tu n'étais pas là. Tu ne l'as pas entendu parler de la Bastide, du jardin de lavande, de ce surnom que personne d'autre ne connaît. Ces détails pourraient avoir des centaines d'explications. Ou une seule, la bonne. » Laurent se passa une main sur le visage. « S'il te plaît, Adrien, j'ai juste besoin de savoir. Si c'est négatif, je lâcherai l'affaire, je te le promets. » Un nouveau silence, plus long cette fois. « D'accord, mais on fait ça discrètement. Je ne veux pas qu'elle sache. Si le résultat est trop négatif et qu'elle apprend que tu as fait un test ADN dans son dos, tu pourrais avoir de sérieux problèmes. »« Je sais, merci. » Laurent raccrocha et ouvrit le tiroir du bas de son bureau. Au fond, sous une pile de dossiers qu'il n'avait pas regardés depuis des années, se trouvait une boîte en bois de rose. Il la sortit avec précaution, comme on manipule une relique sacrée. À l'intérieur, soigneusement conservée dans du papier de soie, reposaient les derniers objets d'Isabelle, une barrette en forme de papillon qu'elle portait le jour de sa disparition, un dessin froissé où elle avait tracé 3 personnages, papa, maman, moi, sous un soleil jaune démesuré, et une petite dent de lait. La première qu'elle avait perdue, qu'il avait gardée malgré les protestations amusées de Camille, des reliques d'une vie volatilisée. Il referma doucement la boîte et la remit à sa place. Un jour, peut-être, il pourrait enfin la ranger définitivement, ou peut-être pourrait-il la montrer à sa fille retrouvée. Les semaines suivantes établirent une routine étrange. Valérie organisait les soirées avec une efficacité surprenante pour quelqu'un qui n'avait aucune formation. Elle avait un sens naturel de l'esthétique, une capacité à choisir les bons musiciens, à créer l'atmosphère parfaite. Les clients étaient ravis, les critiques dans la presse spécialisée élogieuses. Mais Laurent s'en fichait. Tout ce qui comptait, c'était les moments qu'ils passaient ensemble. Les déjeuners où il l'interrogeait subtilement sur son passé. L'été où elle lui parlait de Thérèse, cette femme qu'il avait aimée malgré tout, qui lui avait appris la couture et la cuisine, qui l'avait encouragée à jouer du violon même quand les voisins se plaignaient. Elle était sévère parfois, raconta Valérie un jour en souriant au souvenir. Mais juste, elle m'a appris que l'honnêteté et le travail valent plus que tout l'argent du monde. Son regard se perdit dans le vague. Dans ces derniers mois, quand le cancer la rongeait, elle me parlait souvent d'une famille qui m'aimait de loin. Je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire. Je pensais qu'elle délirait à cause des médicaments. Laurent faillit s'étrangler avec son café. Une famille qu'il aimait de loin. Thérèse Moreau savait-elle quelque chose? Était-elle complice du kidnapping ou simple victime d'une manipulation? Pendant ce temps, dans l'ombre, une autre personne observait, Véronique Delacroix, la sœur cadette de Laurent, rendait visite à la mansion de plus en plus fréquemment, officiellement pour discuter des affaires familiales, en réalité, pour surveiller. Elle avait remarqué l'obsession de son frère pour cette petite souillon, la façon dont il la regardait, l'attention excessive qu'il lui portait, et ça l'inquiétait, parce que Véronique avait des secrets vieux de 20 ans, des secrets qui, si la vérité éclatait, pourraient la détruire. Un soir, elle coinça Adrien dans le couloir pendant que Laurent était en réunion. Cette fille, Valérie, qui est-elle vraiment? Adrien,
loyale jusqu'à la moelle, ne s'y a pas. Une employée talentueuse. Pourquoi cette question? Parce que mon frère la traite comme si elle était de la famille. C'est bizarre. Non. Véronique plissa les yeux. À moins que... Elle laissa sa phrase en suspens, observant la réaction d'Adrien. Mais le vieil avocat était un mur de pierre. Laurent a le droit d'apprécier qui il veut. Véronique, ça ne te regarde pas. Elle sourit froidement. Tout ce qui concerne cette famille me regarde, Adrien. Ne l'oublie pas. Elle s'éloigna, laissant derrière elle un parfum capiteux et un frisson de menace. L'enveloppe arriva un mardi matin, déposée par coursier privé. Adrien la remit personnellement à Laurent dans son bureau, refermant la porte derrière lui avec un soin inhabituel. Le silence qui suivit était épais, presque palpable. Laurent fixa l'enveloppe Kraft comme si elle contenait une bombe. D'une certaine manière, c'était le cas. Une bombe qui allait soit exploser sa vie en 1000 morceaux, soit la reconstruire entièrement. « Tu veux que je reste ?» demanda Adrien doucement. Laurent secoua la tête. Ses doigts tremblaient légèrement en déchirant le papier. À l'intérieur, un rapport de 3 pages, des chiffres, des graphiques, des termes scientifiques qu'il ne comprenait qu'à moitié, mais la conclusion était limpide. Analyse comparative ADN. Échantillon A, Laurent Delacroix. Échantillon B, Valérie Moreau. Probabilité de paternité, 90,87%. Conclusion, relation biologique confirmée. Père, fille. Les lettres se brouillèrent devant ses yeux. Le papier glissa de ses mains. Laurent tomba à genoux sur le tapis perçant, les épaules secouées de sanglots silencieux qu'il retenait depuis 20 ans. Isabelle, sa petite étoile, vivante, là, à quelques mètres, dans cette même maison, Adrien s'agenouilla à côté de lui, posant une main ferme sur son épaule. « Mon Dieu !» murmura le vieil avocat, la voix étranglée. « C'est vraiment elle. » Laurent pleura comme il n'avait plus pleuré depuis la mort de Camille. Des larmes de soulagement, de joie, de douleur aussi. 20 années perdues. 20 années où sa fille l'avait grandi sans lui, sans savoir qui elle était, sans connaître l'amour d'un père qu'il avait cherché jusqu'à l'épuisement. Quand il réussit enfin à reprendre contenance, il se releva lentement, s'essuya le visage avec le mouchoir qu'Adrien lui tendait. « Il faut lui dire, » déclara Adrien. « Maintenant, elle a le droit de savoir. » Laurent se dirigea vers la fenêtre, observant le jardin en contrebas où Valérie marchait justement, un dossier sous le bras, se dirigeant vers le pavillon de musique. Elle portait un pull rouge qui lui donnait l'air encore plus jeune. « Fragile. Et si elle ne me croit pas ?» murmura Laurent. « Et si ça la brise? Elle a construit une vie sans moi, Adrien. Une identité. Qui suis-je pour tout chambouler d'un coup? Tu es son père. Tu as ce droit. Elle a ce droit. Ou peut-être que j'ai juste peur. » avoua Laurent dans un souffle. Peur qu'elle me rejette. Peur qu'elle me reproche de ne pas l'avoir protégée. Peur de perdre à nouveau ce que je viens de retrouver. Adrien s'approcha, posant les 2 mains sur les épaules de son ami. « Laurent, écoute-moi, cette jeune femme mérite de savoir d'où elle vient. Tu ne peux pas lui voler ça sous prétexte de la protéger. Ce ne serait pas de l'amour, ce serait de l'égoïsme. » Les mots frappèrent Laurent comme des gifles. Il savait qu'Adrien avait raison. Il savait qu'il devrait parler, mais quelque chose le retenait. Une intuition, un pressentiment. « Donne-moi quelques jours, » dit-il finalement. Juste quelques jours pour trouver les bons mots, pour comprendre comment lui annoncer sans la détruire. Adrien soupira, mais acquiesça. « D'accord, mais pas plus d'1 semaine, Laurent. Promets-le-moi. Je te le promets. » Ce que Laurent ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre avait ses propres sources, quelqu'un qui surveillait chacun de ses mouvements avec une attention obsessionnelle. Véronique Delacroix avait engagé son propre détective privé, un homme discret, efficace, qui n'avait aucun scrupule à fouiller dans les poubelles ou à soudoyer des employés. Il lui avait fallu 2 semaines, mais il avait fini par obtenir une copie du rapport d'ADN. Quand Véronique lut les résultats, assise dans son appartement du 8e arrondissement, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Impossible, c'était impossible. Elle se servit un verre de cognac d'une main tremblante, puis un autre. L'alcool brûla sa gorge, mais ne parvint pas à dissiper la panique qui montait en elle comme une marée noire. Isabelle était vivante. Après 20 ans, après tout ce qu'elle avait fait pour que cette gamine disparaisse à jamais, les souvenirs affluèrent. Aussi nets que s'ils datèrent de la veille, l'été 2005, Véronique avait 42 ans et une amertume qui rongeait comme de l'acide.
Toute sa vie, elle avait vécu dans l'ombre de Laurent, le fils aîné, l'héritier, celui qui avait reçu l'attention de leur père, la confiance des actionnaires, les rênes de l'empire familial. Elle, on lui avait donné des miettes, un poste honorifique, un bureau sans pouvoir réel, des sourires condescendants quand elle proposait des idées. Alors elle avait échafaudé un plan, simple, cruel, efficace, détruire Laurent émotionnellement, le faire sombrer dans la dépression, l'alcool, n'importe quoi qui le rendrait inapte à diriger, et récupérer ce qui lui revenait de droit. Le kidnapping devait ressembler à un crime crapuleux, pas de demande de rançon, juste une disparition, un mystère insoluble qui entrait Laurent jusqu'à la fin de ses jours. Véronique avait contacté Thérèse Moreau, une ancienne employée qu'elle avait licenciée quelques années plus tôt pour vol présumé, une femme amère, fauchée, sans avenir, parfaite pour ce genre de boulot. Le marché était simple, 100 000 € pour emmener l'enfant loin, très loin, et l'élever en silence, changer son identité, effacer toute trace, et surtout, ne jamais, jamais revenir. Thérèse avait accepté. Elle avait besoin de cet argent, et Véronique avait su appuyer sur les bons leviers. Cette gamine sera mieux avec vous qu'avec un père qui ne pense qu'à ses hôtels. Vous lui offrirez une vraie vie, simple et honnête. Le 14 juillet 2005, pendant que Camille préparait le déjeuner, Thérèse s'était glissée dans le jardin de la Bastide. Isabelle jouait près des lavandes. Il avait suffi de lui tendre un bonbon, de lui dire que son papa l'attendait dans la voiture. L'enfant avait suivi sans méfiance. Le plan avait fonctionné à la perfection. Laurent s'était effondré, Camille était morte de chagrin, et Véronique avait progressivement pris du pouvoir dans l'entreprise, profitant de la faiblesse de son frère. Mais elle avait fait une erreur. Une seule, elle avait sous-estimé la conscience de Thérèse Moreau. Apparemment, au fil des années, la vieille femme avait développé un attachement pour la gamine. Et avant de mourir, elle lui avait laissé des indices. Le violon, cette maudite mélodie. Ces histoires sur une famille qui l'aimait de loin. Des graines qui avaient germé, des graines qui allaient tout détruire. Véronique vida son verre et le projeta contre le mur. Le cristal explosa en 1000 éclats scintillants. Il fallait agir, vite, avant que Laurent ne révèle la vérité, avant que cette petite peste ne récupère son nom, son héritage, sa place dans la famille. Elle devait les séparer, briser leurs liens avant qu'ils ne se solidifient, et elle savait exactement comment faire. Laurent avait un point faible. Sa paranoïa, toutes ces années de fausses pistes, d'imposteurs, d'arnaqueurs, l'avaient rendu méfiant. Il suffirait de lui faire croire que Valérie était une menteuse de plus, une manipulatrice qui avait tout calculé. Véronique décrocha son téléphone et composa un numéro. « Allô, j'ai besoin de documents, des faux, très bons, et je les veux pour demain, le lendemain soir. » Véronique rendit visite à Laurent. Elle portait un tailleur sobre et une expression de profonde préoccupation. « Il faut qu'on parle, » dit-elle en s'asseyant sans y être invitée. « C'est au sujet de ta protégée. » Laurent leva les yeux de son ordinateur, immédiatement sur ses gardes. « Valérie, qu'est-ce qu'elle a ?» Véronique sortit une chemise de son sac et la posa sur le bureau. « J'ai fait faire quelques vérifications. Juste pour être sûre, tu comprends. Après tout, tu lui as offert un travail, un appartement. » Elle ouvrit le dossier. « Regarde, des relevés de connexion Internet. Elle a consulté ton profil LinkedIn, tes articles dans la presse, les reportages sur la disparition d'Isabelle. Et ce, 3 semaines avant ta fameuse gala. » Laurent fixa les documents, le sang battant à ses tempes. « Ça ne prouve rien. Beaucoup de gens s'intéressent à ma vie privée. Vraiment. » Véronique sortit une autre feuille. Et ses échanges avec un certain Damien Mercier. Expert en généalogie, regarde les dates. Elle le contacte pour retrouver ses origines, exactement 15 jours avant de débarquer chez toi avec son violon. C'était un mensonge. Tout était faux. Mais les documents semblaient authentiques, tamponnés, datés, détaillés. Laurent sentit la nausée monter. « Tu es en train de me dire que tu t'es fait avoir, Laurent, encore une fois. » Véronique posa une main sur son bras avec une fausse compassion. « Cette fille a su où frapper. Elle a trouvé ta faiblesse et elle l'exploite. Réfléchis. Cette mélodie mystérieuse, ces rêves, si opportuns, ces détails sur la Bastide qu'elle a probablement trouvés dans de vieux articles. C'est trop parfait pour être vrai. » Laurent voulait hurler que c'était faux, que le test ADN prouvait tout. Mais il ne pouvait pas révéler ce test. Pas encore. Pas avant de comprendre
Et si Véronique avait raison? Et si Valérie avait découvert qu'elle était sa fille et avait monté toute cette mise en scène pour s'enrichir? Non, impossible. Il avait vu sa sincérité, sa surprise, sa douceur. Mais le doute, ce poison insidieux, commençait à s'infiltrer dans son esprit. « Merci », dit-il sèchement. « Je vais vérifier tout ça. » Véronique sourit intérieurement. La graine était plantée. Il ne restait plus qu'à la laisser pourrir. Les jours suivants furent une torture pour Laurent. Il oscillait entre la certitude absolue que lui apportait le test ADN et le doute venimeux que Véronique avait planté dans son esprit. La nuit, il ne dormait plus. Il passait des heures à examiner les faux documents que sa sœur lui avait fournis, cherchant la faille, la preuve de leur inauthenticité, mais ils semblaient tellement réels. Et si Valérie savait, et si elle avait découvert qu'elle était Isabelle et avait orchestré cette rencontre pour en tirer profit, les kidnappeurs pouvaient l'avoir informée. Ou peut-être Thérèse sur son lit de mort. Peut-être que toute cette innocence, cette fragilité, n'était qu'un masque soigneusement élaboré. Laurent se haïssait pour ses pensées, mais il ne pouvait pas les empêcher de proliférer comme une maladie au petit déjeuner. Il observait Valérie différemment. Cherchait-elle à le manipuler quand elle souriait? Calculait-elle chaque mot quand elle parlait de son passé? Ce violon, cette mélodie, tout cela n'était-il qu'une mise en scène sophistiquée? Adrien remarqua le changement immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il un matin, en surprenant Laurent fixant Valérie par la fenêtre avec une expression indéchiffrable. « Tu devais lui parler, lui révéler la vérité. Ça fait plus d'une semaine. » Laurent se détourna brusquement. « J'ai besoin de plus de temps. »« Ou tu as besoin d'arrêter d'écouter ta sœur ?» rétorqua Adrien sèchement. « Je la connais, Laurent. Je sais comment elle fonctionne. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté cette fois ?» Laurent hésita. Puis, vaincu par le poids du secret, il sortit le dossier que Véronique lui avait remis et le tendit à Adrien. Le vieil avocat l'étudia en silence, fronçant progressivement les sourcils quand il releva la tête. Son regard était dur. « Tu plaisantes. Tu crois vraiment à ces conneries. Je ne sais plus ce que je crois. » avoua Laurent, la voix brisée. Tout semble si parfait, trop parfait. Comment une fille qui ne se souvient de rien peut-elle connaître cette mélodie? Comment peut-elle avoir exactement les bons mots, les bons gestes? Parce qu'elle est ta fille, nom de Dieu. Adrien jeta le dossier sur le bureau avec dégoût. Le test ADN ne ment pas, mais ces documents, eux, puent le faux à plein nez. Regarde cette date ici, c'était un dimanche. Le bureau du généalogiste était fermé, et ses captures d'écran, l'interface n'est même pas celle de LinkedIn, c'est du travail d'amateur. Laurent s'assit lourdement, se prenant la tête entre les mains. Comment peux-tu en être sûr? Parce que je suis avocat depuis 40 ans et que j'ai vu toutes les arnaques possibles, mais surtout parce que je connais Véronique. Adrien s'approcha, sa voix se faisant plus douce. Elle a toujours été jalouse de toi, toujours. Et maintenant que ta fille réapparaît, tu crois vraiment qu'elle va te laisser retrouver ton bonheur? Elle préférerait te voir mort plutôt que heureux. Laurent voulait le croire. Dieu qu'il voulait le croire. Mais 20 ans de déception avaient créé des cicatrices trop profondes. « Et si tu te trompes ?» murmura-t-il. « Et si elle me manipule vraiment? Alors tu auras perdu quelques mois et un peu d'argent. » Adrien posa une main ferme sur son épaule. « Mais si c'est moi qui ai raison et que tu la rejettes maintenant, tu perdras ta fille une seconde fois. Et cette fois, ce sera ta faute. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une condamnation. Pendant ce temps, Véronique intensifiait sa campagne. Elle ne pouvait pas laisser le temps jouer contre elle. Chaque jour qui passait renforçait le lien entre Laurent et cette maudite gamine. Elle commença subtilement, un mot par-ci, une insinuation par-là. Durant les dîners de famille qu'elle s'invitait systématiquement, elle lançait des pics soigneusement calibrés. Cette Valérie, elle a vraiment de la chance d'avoir trouvé un protecteur aussi généreux. D'autres auraient pu mal interpréter cette proximité ou encore « j'ai entendu dire que son appartement est magnifique ». Pour une simple employée, c'est plutôt royal, non? Les autres membres du personnel doivent jaser, elle distillait le poison goutte à goutte, sachant que l'accumulation finirait par éroder la confiance. Elle alla même plus loin, elle soudoya une des femmes de ménage pour fouiller la chambre de Valérie. Chercher n'importe quoi de compromettant. Un journal intime, des lettres, des preuves de ses vraies intentions, mais la domestique ne trouva rien. Juste des vêtements modestes, quelques livres, des partitions musicales annotées à la main, rien qui ne trahisse autre chose qu'une vie simple et honnête.
Cela rendit Véronique encore plus furieuse. Cette fille était soit incroyablement pure, soit incroyablement intelligente. Dans les deux cas, elle représentait une menace. Un soir, alors que Laurent dînait seul dans la bibliothèque, Véronique le rejoignit avec une bouteille de vin et un air de confidence. « Tu sais ce qui me dérange le plus dans cette histoire ?» commença-t-elle en se servant un verre. « C'est le timing. Isabelle disparaît il y a 20 ans, exactement. Et cette fille surgit maintenant, juste au moment où tu commençais à aller mieux, à tourner la page. Où veux-tu en venir ? Nulle part. Elle sirota son vin, faussement innocente. C'est juste que, si j'étais quelqu'un de mal intentionné, c'est exactement le moment que je choisirais. Quand la victime est vulnérable mais pas désespérée, quand elle a encore de l'espoir mais aussi de l'argent à dépenser, Laurent la dévisagea longuement. « Pourquoi tu fais ça, Véronique ? Pourquoi tu essaies de détruire quelque chose de bien ?» Elle eut l'audace de paraître blessée. « Parce que je suis ta sœur. Parce que je t'ai vu souffrir pendant 20 ans. Parce que je ne supporterai pas de te voir replonger dans cette douleur quand tu découvriras que cette fille n'est qu'une menteuse de plus. » La sincérité dans sa voix était presque convaincante. Presque. Laurent but son cognac d'un trait. « Sors de chez moi, Véronique. »« Laurent, sors. » Maintenant, elle se leva avec grâce, lissa sa jupe et lui adressa un sourire triste. « Très bien. Mais quand ça tournera mal, et ça tournera mal, ne viens pas pleurer sur mon épaule. » Elle sortit, laissant derrière elle un sillage de parfums entêtants et de doutes renforcés. Le lendemain, Laurent commit l'erreur fatale. Au lieu d'appeler Adrien, au lieu de confronter rationnellement ses peurs, il décida de tester Valérie. Il l'invita dans son bureau sous prétexte de discuter d'un nouveau projet, mais dès qu'elle entra, souriante et innocente, quelque chose se brisa en lui. « Asseyez-vous », dit-il froidement. Valérie obéit, immédiatement consciente du changement d'atmosphère. Son sourire s'effaça. « Monsieur Delacroix, quelque chose ne va pas. Vous saviez qui j'étais avant la soirée de gala, n'est-ce pas ?» La question claqua comme une gifle. Valérie le fixa, stupéfaite. « Quoi, non ? Bien sûr que non. Je travaillais juste pour l'agence. Je ne savais même pas qui organisait la réception. »« Ne mentez pas », siffla Laurent en sortant les faux documents. « J'ai des preuves. Vous avez fait des recherches sur moi, sur ma famille, sur ma fille disparue. Tout était calculé, n'est-ce pas ? La mélodie, les rêves, tout ce petit numéro d'amnésie. » Les yeux de Valérie s'écarquillèrent, puis se remplirent de larmes. « Non, non, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas d'où viennent ces documents. Mais je n'ai jamais... » Arrêtez. Laurent se leva brusquement, renversant sa chaise. « J'ai été assez stupide, assez naïf. Mais c'est terminé. Vous avez 1 semaine pour quitter l'appartement. Considérez-vous licencié. » Mais la voix de Valérie se brisa. « Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi vous me traitez comme ça ?» Laurent détourna le regard. Il ne pouvait pas supporter la douleur dans ses yeux, parce qu'une partie de lui savait qu'il commettait une terrible erreur. Mais la peur était plus forte. La peur d'être à nouveau brisé. « Sortez, s'il vous plaît. » Valérie resta figée un instant, tremblante, les larmes roulant sur ses joues, puis elle se leva, d'une lenteur douloureuse, comme quelqu'un qui vient de recevoir un coup mortel. « J'ignore ce qui s'est passé, » dit-elle d'une voix étranglée. « J'ignore ce que j'ai fait de mal. Mais vous devez savoir une chose, monsieur Delacroix. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Ces dernières semaines ont été les plus heureuses de ma vie. Pour la première fois, je me sentais à ma place, comme si j'avais enfin trouvé quelque chose que je cherchais sans le savoir. Et maintenant, vous détruisez tout ça avec des accusations que je ne comprends même pas. » Elle s'essuya rageusement les yeux. « Je partirai, mais pas parce que je suis coupable, parce que je refuse de rester là où on ne me fait pas confiance. » Elle sortit en claquant la porte. Laurent s'effondra dans son fauteuil, le cœur en miettes, par la fenêtre. Il la vit traverser le jardin en courant, le violon serré contre elle. Ses épaules secouées de sanglots. Il venait de chasser sa propre fille, et il ne savait même pas s'il avait eu raison. Valérie quitta la mansion sans se retourner. Elle marchait d'un pas rapide, presque mécanique, le violon serré contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. Les larmes brouillaient sa vision, mais elle refusait de s'arrêter. Pas là, pas devant cette maison qui, l'espace de quelques semaines, lui avait donné l'illusion d'appartenir quelque part. Elle prit le métro jusqu'à son appartement, celui qu'elle devrait quitter dans 1 semaine. Ces murs blancs immaculés, ce parquet ciré, cette vue sur les toits de Paris.
Tout cela n'avait été qu'un rêve éphémère. Un mirage cruel. Une fois la porte refermée, elle s'effondra contre le mur et laissa enfin libre cours aux sanglots qui l'étouffaient. Elle pleura jusqu'à ce que sa gorge soit à vif, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes, puis elle resta là, recroquevillée sur le sol, vidée. Qu'avait-elle fait de mal? Qu'avait-elle dit? Qu'avait-elle montré pour qu'il la regarde soudain, avec autant de mépris? Elle repassait la scène en boucle dans sa tête, cherchant l'erreur, le faux pas qui aurait tout déclenché. Mais elle ne trouvait rien, juste cette accusation incompréhensible, ces documents qu'elle n'avait jamais vus, cette méfiance brutale qui avait remplacé la douceur qu'elle croyait lire dans ses yeux. Le pire, c'était cette sensation de déjà-vu, comme si on l'abandonnait à nouveau, comme cette première fois, dont elle ne se souvenait pas, mais qui avait laissé une cicatrice invisible au fond de son âme, cette certitude d'être indésirable, de ne pas être à la hauteur, de ne mériter aucun attachement durable. La nuit tomba. Valérie ne bougea pas. Elle resta assise dans le noir, les bras autour de ses genoux, écoutant les bruits de la ville au loin. Des klaxons, des sirènes, des vies qui continuaient pendant que la sienne s'effondrait. Vers minuit, son téléphone vibra. Un message d'Adrien Lambert, Mademoiselle Moreau. Je suis profondément désolée de ce qui s'est passé. Laurent n'est pas lui-même en ce moment. S'il vous plaît, ne prenez pas de décision hâtive. Laissez-moi arranger les choses. Valérie fixa l'écran longtemps. Puis elle éteignit le téléphone sans répondre. À quoi bon? Laurent Delacroix avait été clair. Elle n'était qu'une menteuse, une opportuniste, une arnaqueuse de plus. Au petit matin, elle commença à emballer ses affaires. Il n'y avait pas grand-chose. Des vêtements qui tenaient dans 2 valises, quelques livres, des partitions, le violon dans son étui usé, toute une vie qui tenait dans 3 sacs. Elle appela une ancienne collègue de Limoges, qui accepta de l'héberger quelques jours, juste le temps de trouver un autre travail, un autre appartement, une autre vie, encore une fois. À la mansion, Laurent ne valait guère mieux. Il n'avait pas quitté son bureau depuis le départ de Valérie. Assis dans le noir, il fixait le test ADN posé devant lui, 99-97% de compatibilité. Sa fille, il avait chassé sa propre fille. Adrien était venu 3 fois frapper à la porte. Laurent avait refusé d'ouvrir. Il ne voulait voir personne. Il ne voulait entendre aucun reproche, aucun « je te l'avais dit », aucune pitié. Il méritait cette souffrance, cette torture qu'il s'infligeait à lui-même. Mais une part de lui résistait encore, cette part qui murmurait « et si Véronique avait raison ? Et si le test était vrai mais que Valérie le savait et avait tout manigancé ?» Le doute, toujours ce putain de doute qui rongeait tout sur son passage. Le 3e jour, Adrien força la porte avec l'aide du majordome. Il trouva Laurent affalé dans son fauteuil, les yeux rouges, une barbe de 3 jours, une bouteille de whisky à moitié vide à portée de main. « Bon sang, Laurent, regarde-toi. Va-t'en » marmonna Laurent sans le regarder. « Non. » Adrien s'avança et arracha la bouteille de ses mains. « Ça suffit. Tu vas m'écouter maintenant. Il n'y a rien à écouter. Si, il y a ces preuves que ta sœur a fabriquées. » Adrien jeta un dossier sur le bureau. « J'ai fait analyser les documents. Tout est faux, Laurent, tout, les dates, les captures d'écran, les en-têtes. C'est du travail d'amateur maquillé en expertise. » Laurent leva enfin les yeux, hagard. « Comment tu peux en être sûr ? Parce que j'ai contacté ce fameux Damien Mercier. Le généalogiste, il n'a jamais entendu parler de Valérie Moreau, jamais eu le moindre contact avec elle. » Adrien se pencha vers lui. « Véronique t'a manipulé. Elle t'a vendu un mensonge et tu l'as gobé parce que tu as trop peur d'être heureux. » Laurent sentit sa poitrine se comprimer. Si Adrien disait vrai, il y a plus, continua l'avocat. J'ai continué à creuser le passé de Thérèse Moreau. Tu sais quoi? Elle a travaillé pour Véronique, de 2003 à 2004, licenciée pour des raisons floues. Et devine combien elle a reçu sur son compte bancaire en août 2005, 100 000 € en liquide, d'une source anonyme. Le sang de Laurent se glaça. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que ta sœur est impliquée dans la disparition d'Isabelle? Que c'est elle qui a payé Thérèse pour kidnapper ta fille? Que pendant 20 ans, elle t'a laissé souffrir en sachant parfaitement où était Isabelle? Laurent se leva si brusquement que sa chaise se renversa. C'est impossible. Véronique c'est ma sœur. Elle ne pourrait jamais.
Tu la connais vraiment. Adrien le fixa durement. Tu te souviens comment elle a profité de ton effondrement pour prendre le contrôle de pans entiers de l'entreprise? Comment elle a systématiquement bloqué toutes tes tentatives de retrouver Isabelle sous prétexte que tu dépensais trop et que ça nuisait aux affaires? Les souvenirs affluèrent. Les remarques insidieuses de Véronique au fil des années. Sa présence constante, suffocante, sous couvert de soutien familial. Les fois où elle avait saboté des pistes prometteuses en convainquant les détectives de laisser tomber. « Mon Dieu !» murmura Laurent, la vérité s'abattant sur lui comme une avalanche. C'était elle, depuis le début. Adrien hocha gravement la tête. Et maintenant qu'Isabelle est réapparue, elle fait tout pour vous séparer. Parce que si tu retrouves ta fille, tu retrouves aussi ta force. Et ça, Véronique ne peut pas le permettre. Laurent s'agrippa au bureau pour ne pas tomber. 20 ans, 20 putains d'années volées par sa propre sœur. Camille morte de chagrin à cause d'elle. Isabelle élevée dans l'ignorance. Privée de son père, de son nom, de son histoire. Et lui, il venait de la chasser. Il venait de la blesser exactement comme Véronique l'avait prévu. « Il faut que je la retrouve », dit-il d'une voix rauque. « Il faut que je lui parle, que je lui explique, que je... » Elle est retournée à Limoges, coupa Adrien doucement, chez une ancienne amie. « J'ai ses coordonnées. » Laurent attrapa sa veste. « Alors on y va, maintenant ? Attends. » Adrien posa une main sur son bras. « On doit d'abord s'occuper de Véronique, réunir toutes les preuves, porter plainte, la faire arrêter. Sinon elle continuera à nuire. Je m'en fous de Véronique. Je veux juste retrouver ma fille. Justement, pour la protéger, il faut neutraliser la menace. » Le regard d'Adrien était d'acier. Cette fois, on fait les choses bien. On l'enferme. Pour de bon. Laurent hésita, déchiré entre l'urgence de revoir Valérie et la nécessité de détruire celle qui avait détruit sa famille. Combien de temps ? 48 heures. Le temps de tout rassembler. Ensuite, tu iras la voir. Tu lui expliqueras tout. Et tu la ramèneras à la maison. Laurent ferma les yeux. 48 heures qui sembleraient une éternité. Mais Adrien avait raison. Il ne pouvait pas réparer une blessure tout en laissant le couteau planté dans la plaie. D'accord, on fait comme tu dis. À Limoges, Valérie s'installa tant bien que mal chez son amie Céline, une serveuse qu'elle avait connue pendant ses études. L'appartement était minuscule. Mais Céline l'accueillit sans poser de questions, comprenant à son regard que quelque chose de terrible s'était passé. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle en lui tendant une tisane. Valérie secoua la tête. Les mots étaient coincés quelque part au fond de sa gorge. Trop lourds, trop douloureux pour être prononcés. Elle passa les jours suivants à chercher du travail. N'importe quoi. Serveuse, vendeuse, femme de ménage, tout pour ne pas penser, tout pour ne pas se souvenir du regard de Laurent quand il l'avait accusée, de la façon dont sa voix avait changé, du dégoût qu'elle avait cru y déceler. La nuit, elle rêvait, toujours les mêmes images fragmentées, le jardin de lavande, la maison aux volets bleus, cette voix qu'il appelait ma petite étoile, et maintenant, un nouveau visage hantait ses rêves, celui de Laurent Delacroix, cet homme qui, pendant quelques semaines, lui avait donné l'impression d'avoir enfin trouvé quelque chose qu'elle cherchait depuis toujours sans pouvoir le nommer. Un père. Non, c'était ridicule. Il était son employeur, rien de plus. Alors pourquoi sa trahison faisait-elle aussi mal ? Les 48 heures qui suivirent furent les plus intenses de toute la carrière d'Adrien Lambert. Il mobilisa son réseau de contacts. Enquêteur privé, expert comptable, juriste spécialisé. Chaque pierre qu'il soulevait révélait une nouvelle facette de la trahison de Véronique. Les transferts bancaires d'août 2005, les relevés téléphoniques, montrant des appels répétés entre Véronique et Thérèse dans les semaines précédant la disparition, des témoignages d'anciens employés qui se souvenaient de conversations suspectes, un dossier qui se construisait pièce par pièce, solide comme de l'acier. Laurent, lui, vivait dans un état second. Il assistait aux réunions comme un fantôme, signait les documents qu'on lui présentait sans vraiment les lire. Son esprit était ailleurs, avec Valérie, imaginant sa douleur, sa confusion, sa solitude. « J'arrive, ma petite étoile. Tiens bon, j'arrive. » Le 3e jour, Adrien convoqua une réunion familiale extraordinaire. Il invita tous les actionnaires principaux, les directeurs, et bien sûr, Véronique. Le ton de sa convocation était formel,
presque froid, sujet urgent concernant l'avenir de l'entreprise, Véronique arriva avec son assurance habituelle, maquillée impeccablement, vêtue d'un tailleur Chanel gris perle. Elle embrassa Laurent sur les joues avec une affection feinte. Qu'est-ce qui se passe ? Un problème avec les investisseurs américains. Laurent ne répondit pas. Il se contenta de la fixer avec une intensité qui aurait dû l'alerter. Mais Véronique était trop confiante. Trop certaine de sa victoire, la salle de conférence se remplit progressivement. Une quinzaine de personnes, toutes des figures clés de l'Empire de la Croix. Adrien ferma la porte et activa le projecteur. « Merci à tous d'être venus aussi rapidement. » Commença-t-il. « Ce que vous allez entendre aujourd'hui est grave, très grave. Cela concerne non seulement l'entreprise, mais aussi la famille Delacroix elle-même. » Véronique fronça légèrement les sourcils, une fissure imperceptible dans son masque de sérénité. « Adrien, qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Patience, Véronique. Tu comprendras bientôt. » Le premier document apparut à l'écran. Le relevé bancaire de Thérèse Moreau, août 2005. Le dépôt de 100 000 € surligné en jaune. En août 2005. Continua Adrien. Une femme nommée Thérèse Moreau a reçu une somme importante d'une source anonyme. Cette même femme avait été employée par Véronique Delacroix entre 2003 et 2004, avant d'être licenciée. Les regards se tournèrent vers Véronique. Elle haussa les épaules avec une nonchalance étudiée. Et alors ? J'ai employé des dizaines de personnes au fil des années. Je ne vois pas le rapport. Le rapport, répliqua Adrien en changeant de diapositive. C'est que quelques jours après avoir reçu cet argent, Thérèse Moreau est partie pour Limoges avec une petite fille de 6 ans, une enfant qu'elle a fait passer pour sa nièce avant de l'adopter officiellement, une enfant qui ne se souvenait de rien, qui était en état de choc, qui avait perdu son identité. Le silence dans la salle était assourdissant. Laurent sentait son cœur cogner violemment contre ses côtes. Cette enfant s'appelait Isabelle Delacroix. Un murmure parcourut l'assemblée. Véronique se redressa brusquement, le visage livide. « C'est absurde. Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Au contraire. » Adrien fit défiler plusieurs documents et relevés téléphoniques montrant 17 appels entre ton numéro et celui de Thérèse dans les 3 semaines précédant le kidnapping, témoignage d'un ancien chauffeur qui se souvient avoir conduite à Limoges en juillet 2005, quelques jours avant la disparition, enregistrement d'une conversation avec Thérèse, juste avant sa mort, où elle exprime ses remords pour ce qu'elle appelle « l'affaire de la Croix ». Véronique se leva d'un bond, le visage déformé par la rage. « Ce sont des faux, des montages, Laurent. Tu ne vas quand même pas croire c'est... »« Tais-toi » coupa Laurent d'une voix glaciale qu'on ne lui connaissait pas. « Pour une fois dans ta vie, ferme-la et écoute. » Le ton fit tressaillir toute la salle. Laurent se leva lentement, s'approchant de sa sœur comme un prédateur qui encercle sa proie. « 20 ans, Véronique. Pendant 20 ans, tu m'as regardé sombrer. Tu m'as vu pleurer ma fille. Tu as assisté à la mort de Camille. Et pendant tout ce temps, tu savais où était Isabelle. Tu savais qu'elle était vivante. Et tu n'as rien dit. Ce n'est pas... Pourquoi ?» La voix de Laurent se brisa légèrement. « Pour l'argent, pour le pouvoir, tu me détestais à ce point. » Véronique le dévisagea. Et pour la première fois, son masque se fissura complètement. Dans ses yeux brillait quelque chose de laid, de la haine pure. « Oui, » siffla-t-elle. « Oui, je te détestais. Toute ma vie, j'ai vécu dans ton ombre, le fils parfait, l'héritier adoré, pendant que moi, je n'étais rien, juste la petite sœur qu'on tolérait par obligation. » Elle rit, un son strident et désespéré. « Tu voulais savoir pourquoi. Parce que tu avais tout, la confiance de père, l'empire, la belle famille, et moi. On me donnait des miettes. Alors oui, j'ai voulu te détruire, te faire tomber de ton piédestal, te montrer ce que c'était que de perdre tout ce qui compte. » Un sanglot étouffé retentit dans la salle. Une des directrices avait porté la main à sa bouche, horrifiée. « Mais Isabelle n'a rien fait, » murmura Laurent. « C'était une enfant innocente. Je ne lui ai fait aucun mal. » Véronique se défendait maintenant avec l'énergie du désespoir. « Je l'ai confiée à quelqu'un de bien. Thérèse l'a élevée correctement. Elle a eu une vie normale, heureuse même. Ce n'est pas comme si je l'avais tuée. Tu l'as volée. Tu as volé son enfance, son identité, sa famille. » Laurent s'approcha encore. «
sa voix devenant un murmure dangereux. « Et tu as tué Camille aussi sûrement que si tu lui avais enfoncé un couteau dans le cœur. » Véronique recula, heurtant la table derrière elle. « Laurent, c'était il y a longtemps. On peut arranger les choses. Je peux aider à retrouver Isabelle. Isabelle, je l'ai déjà retrouvée. » Laurent sourit, mais c'était un sourire sans joie. « C'est Valérie, la jeune femme que tu as essayé de me faire haïr avec tes faux documents, ma fille, celle que tu as voulu m'arracher une seconde fois. » Le visage de Véronique devint cendré. « Mais comment ? Test ADN, 97% de compatibilité. » Laurent se tourna vers Adrien. « Appelle la police. Je veux qu'elle soit arrêtée maintenant. » Laurent, « Non, s'il te plaît. Je suis ta sœur. On peut régler ça en famille. Je te donnerai tout ce que tu veux. Mes parts dans l'entreprise, mon argent, n'importe quoi. Tu n'as rien que je veuille. » Laurent la regarda avec un mélange de pitié et de dégoût. « Tu es morte pour moi, le jour où tu as touché à ma fille. » Adrien sortit son téléphone. Quelques minutes plus tard, 2 inspecteurs de police entrèrent dans la salle de conférence. Véronique tenta de fuir, mais un garde de sécurité lui bloqua le passage. « Véronique Delacroix », déclara l'un des inspecteurs. « Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement d'enfants, séquestration, faux et usage de faux. Vous avez le droit de garder le silence. » Les mots se perdirent dans un brouhaha. Véronique hurlait, pleurait, menaçait. Elle se débattait comme un animal pris au piège pendant qu'on lui passait les menottes. « Laurent, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta sœur. »« Non, » répondit-il froidement. « Ma sœur est morte il y a 20 ans. Je ne sais pas qui tu es. » On l'emmena. Ses cris résonnèrent dans le couloir jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se referment. Avalant le son et la furie, Laurent s'effondra dans un fauteuil, vidé. Autour de lui, les actionnaires et directeurs discutaient à voix basse, sous le choc. Adrien s'approcha, posa une main sur son épaule. « C'est fini, » dit-il doucement. « Elle ne pourra plus vous faire de mal. »« Non, » murmura Laurent en relevant la tête. « Ce n'est pas fini. Pas tant que je n'aurai pas retrouvé ma fille. Pas tant que je ne lui aurai pas tout expliqué. » Il se leva, soudain galvanisé par une énergie nouvelle. « Prépare la voiture, on part pour Limoges. » Maintenant, Adrien sourit. Elle est déjà prête. La route vers Limoges parut interminable. Laurent était assis à l'arrière de la Mercedes, incapable de tenir en place. Ses mains tremblaient, son cœur battait trop vite. 1000 scénarios défilaient dans sa tête. Que lui dirait-il ? Comment expliquer l'inexplicable ? Comment demander pardon pour 20 ans de séparation et 3 jours de trahison ? Adrien conduisait en silence, conscient que rien de ce qu'il pourrait dire n'apaiserait l'angoisse de son ami. Laurent avait attendu 2 décennies pour ce moment, et maintenant qu'il approchait du but, la peur menaçait de le paralyser. Et si elle refuse de me voir ? Et si elle me hait ? Et si je l'ai perdue définitivement ? Ils arrivèrent en fin d'après-midi. L'adresse menait à un petit immeuble délavé près de la gare. Le genre d'endroit où on vit quand on n'a pas les moyens de vivre ailleurs. Laurent sentit son cœur se serrer. Sa fille, sa petite étoile, vivant dans ce décor misérable alors qu'elle aurait dû grandir dans le luxe et l'amour. Il sortit de la voiture, les jambes flageolantes. Adrien voulut le suivre, mais Laurent secoua la tête. « Non, ça, je dois le faire seul. » Il monta les 3 étages, chaque marche pesant comme du plomb, devant la porte 3B. Il s'arrêta, le poing levé, incapable de frapper. Derrière cette porte se trouvait tout ce qui comptait dans sa vie, et il était terrifié. Finalement, il cogna, 3 coups hésitants, des pas, une voix féminine qu'il ne reconnut pas. « Qui est-ce ? » Je cherche Valérie Moreau. Je m'appelle Laurent Delacroix. » Un silence, puis la porte s'entr'ouvrit sur une jeune femme rousse au visage méfiant. « Vous êtes celui qui l'a viré ?» Laurent baissa la tête, honteux. « Oui, et je viens m'excuser, s'il vous plaît. J'ai besoin de lui parler. C'est vital. » La femme. « Céline, » supposa-t-il. Le dévisagea longuement, puis elle soupira. Elle est dans sa chambre. Elle n'a pratiquement pas bougé depuis 3 jours. À peine mangé. Son regard se durcit. « Si vous êtes venu pour la blesser encore, je vous jure que... Non, je suis venu réparer ce que j'ai cassé. Ou essayer, du moins,
Céline s'écarta à contre-cœur. L'appartement était exigu, encombré mais propre. Elle désigna une porte au fond du couloir. Là, frappez doucement. Elle est... fragile. Laurent s'approcha, le cœur au bord de l'explosion. Il frappa, si doucement que le son fut à peine audible. « Céline, laisse-moi tranquille, s'il te plaît », murmura une voix brisée de l'autre côté. « Valérie, Isabelle », la voix de Laurent se fêla sur le deuxième prénom. « C'est moi, c'est Laurent ». Un silence total, puis des bruits de mouvement. La porte s'ouvrit brusquement. Valérie se tenait là, les cheveux en bataille, les yeux rougis et gonflés. Elle portait un vieux t-shirt trop grand et un pantalon de pyjama élimé. En la voyant ainsi, Laurent sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda-t-elle d'une voix plate, vidée d'émotion. « Vous n'avez pas assez humilié. Vous venez finir le travail. »« Non, je viens. » Laurent prit une profonde inspiration. « Je viens te dire la vérité, toute la vérité. » Elle rit amèrement. « La vérité, laquelle ? Celle où je suis une menteuse, une manipulatrice, celle où tu es ma fille. » Les mots tombèrent comme une bombe. Valérie se figea, le visage vidé de toute couleur. « Quoi ?» Laurent fouilla dans sa veste et en sortit plusieurs documents. Le test ADN, les photos d'Isabelle enfant, la partition de la noce Serena. Il les tendit d'une main tremblante. « Tu t'appelais Isabelle Delacroix. Tu avais 6 ans quand on t'a enlevée. J'ai passé 20 ans à te chercher, 20 ans à espérer. Et quand enfin je t'ai retrouvée. » Sa voix se brisa complètement. « J'ai eu tellement peur de perdre encore que j'ai tout gâché. » Valérie fixait les documents sans les prendre, comme s'ils pouvaient la mordre. « Non, c'est impossible, vous êtes fou. C'est une blague cruelle, c'est... » « Regarde, » la supplia Laurent. « Regarde les photos, regarde le test ADN. 98,47% de compatibilité. Tu es ma fille, Valérie, ma petite étoile. » Ce dernier mot la frappa comme une gifle. Elle vacilla, s'appuya contre le chambranle de la porte. « Ma petite étoile », répéta-t-elle dans un souffle. « Dans mes rêves, cette voix qui m'appelle. C'était moi. C'est comme ça que je t'appelais. Tous les soirs quand je te bordais. La dernière chose que je t'ai dite au téléphone. La veille de ta disparition, » Valérie secoua la tête, reculant dans la chambre. « Non, non, ce n'est pas possible. Si j'étais votre fille, pourquoi je ne me souviens de rien ? Pourquoi Thérèse ne m'a rien dit ? Parce que ma sœur Véronique l'a payé pour t'enlever. Pour te cacher, pour effacer ton passé. » Laurent avança prudemment, comme on approche un animal blessé. « Thérèse t'a élevé parce qu'elle avait besoin d'argent. Mais au fil des années, elle t'a aimé. Elle a essayé de te laisser des indices, le violon, la mélodie, ces histoires sur une famille qui t'aimait de loin. » Valérie s'effondra sur le lit, les jambes coupées, les documents glissèrent de ses mains tremblantes. Elle regardait la photo d'Isabelle enfant, ses mêmes yeux vert gris, ce même sourire timide. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi quelqu'un ferait ça à un enfant ? Par jalousie, par cupidité, par méchanceté pure ?» Laurent s'agenouilla devant elle, les larmes ruisselant librement sur son visage. « Mais rien de tout ça n'était ta faute. Tu étais innocente. Tu l'es toujours. » Elle leva les yeux vers lui, et dans ce regard, Laurent vit toute la douleur accumulée d'une vie entière. « Et vous m'avez accusé, vous m'avez chassé, vous m'avez regardé comme si j'étais... » Sa voix se brisa, comme si j'étais sale. « Ah, je sais. » Laurent tendit la main, hésitant, n'osant pas la toucher. « J'ai eu tort. J'ai eu si peur d'être à nouveau trompée, d'être à nouveau brisée, que j'ai laissé ma sœur me manipuler. Les documents qu'elle m'a montrés étaient faux. Tout était faux. Sauf toi, sauf nous. » Il prit une profonde inspiration, ses épaules secouées de sanglots. « Pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégée il y a 20 ans. Pardonne-moi d'avoir douté de toi. Pardonne-moi pour toutes ces années perdues que je ne pourrai jamais te rendre. Je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande quand même, parce que tu es ma fille, ma petite étoile, et je t'aime depuis le premier jour de ta vie. » Valérie le regardait, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Tant d'émotions se bousculaient sur son visage. Choc, confusion, douleur, et quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Toute ma vie, chuchota-t-elle, j'ai eu ce vide en moi.
Cette sensation que quelque chose manquait, que j'étais incomplète. Et maintenant vous me dites que j'avais une famille, que j'avais un père qui me cherchait. Oui, chaque jour pendant 20 ans, j'ai dépensé des millions. J'ai consulté des médiums, des voyants, n'importe qui prétendait pouvoir t'aider. Ma femme, ta mère, en est morte. Son cœur n'a pas supporté ta perte. Un sanglot déchira la gorge de Valérie. J'avais une mère. Laurent sortit une autre photo. Camille, souriante, tenant Isabelle bébé dans ses bras. Elle s'appelait Camille. Elle t'adorait. Son dernier mot avant de mourir a été ton nom. Isabelle. Elle l'a murmuré, comme une prière. Valérie prit la photo avec des mains tremblantes, la porta à son cœur. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. « Désolée de ne pas m'être souvenue. Désolée de ne pas avoir été là. »« Non, » coupa Laurent fermement. « Tu n'as rien à te faire pardonner. C'est moi qui suis désolée. C'est moi qui ai échoué à te protéger. » Ils restèrent ainsi un long moment, séparés par à peine 1 mètre mais reliés par 20 ans de douleur partagée. Puis, lentement, Valérie tendit la main. Ses doigts effleurèrent le visage de Laurent, traçant les rides autour de ses yeux. « Vous avez pleuré, » dit-elle doucement. « Pour moi, chaque jour, avoua-t-il. Et maintenant ? Maintenant, je veux te ramener à la maison, si tu veux bien de moi. Si tu peux me pardonner, » il prit sa main, la serra doucement. « Je ne peux pas effacer le passé, Valérie, mais je peux te donner un avenir, une famille, un père qui t'aimera pour le reste de ses jours. » Elle le fixa longuement, cherchant dans ses yeux la moindre trace de mensonge. Mais elle n'y trouva que de l'amour, un amour brut, désespéré, inconditionnel. « D'accord, » murmura-t-elle finalement. « Ramenez-moi à la maison, papa. » Le mot brisa les dernières défenses de Laurent. Il la tira dans ses bras, et elle se laissa faire. S'effondrant contre lui comme une enfant épuisée, ils pleurèrent ensemble. 20 ans de larmes retenues qui jaillissaient enfin. Dans le couloir, Céline et Adrien échangèrent un regard. Adrien essuya discrètement ses yeux. Même lui, le pragmatique avocat, ne pouvait résister à ce moment. Une famille brisée commençait enfin à se reconstruire. Le retour à Paris se fit dans un silence étrange. Pas un silence pesant, mais contemplatif. Valérie était assise à côté de Laurent à l'arrière de la Mercedes. Leurs mains entrelacées comme si se lâcher risquait de briser cette réalité fragile, Adrien conduisait, jetant de temps en temps un regard dans le rétroviseur, un sourire discret sur les lèvres. Valérie observait le paysage défiler par la fenêtre, mais son esprit était ailleurs. Chaque révélation, chaque photo, chaque document résonnait dans sa tête comme les pièces d'un puzzle qui se mettait enfin en place. « À quoi penses-tu » demanda doucement Laurent. Elle se tourna vers lui, ses yeux encore rouges, mais plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des jours. « Je pensais à Thérèse. » Sa voix était fragile. Elle savait, n'est-ce pas ? Tout ce temps, elle savait qui j'étais vraiment. Laurent hocha la tête. D'après ce qu'Adrien a découvert, oui, au début, c'était juste un arrangement financier. Mais avec le temps, elle s'est attachée à toi. Et à la fin de sa vie, elle a essayé de te laisser des indices. Le violon, cette mélodie qui n'appartenait qu'à notre famille, ces histoires qu'elle te racontait, une famille qui m'aimait de loin, murmura Valérie. Elle le disait souvent. Surtout vers la fin, je pensais que c'était la morphine qui la faisait délirer. Elle te disait la vérité, à sa manière. Valérie ferma les yeux, laissant les larmes couler librement. Je lui en veux, pour ce qu'elle a fait, pour m'avoir arrachée à vous. Mais en même temps, sa voix se brisa. Elle m'a aimée, à sa façon tordue. Elle m'a aimée, elle m'a appris à coudre, à cuisiner, à être honnête. Elle m'a donné un toit et de la tendresse quand je n'avais personne d'autre. Laurent serra sa main plus fort. Alors nous lui serons reconnaissants pour ça, pour t'avoir gardée en sécurité, pour t'avoir élevée avec des valeurs. Même si les circonstances étaient terribles, elle t'a protégée à sa manière. Valérie hocha la tête, incapable de parler. Ils arrivèrent à la mansion en soirée. Les lumières dorées illuminaient la façade, exactement comme ce soir de gala où tout avait commencé. Mais cette fois, Valérie ne franchissait pas le seuil comme une employée. Elle rentrait chez elle. Laurent la guida à travers les pièces qu'elle connaissait déjà, mais qu'elle voyait maintenant avec des yeux différents. Le grand salon où elle avait joué la noche Serena, la bibliothèque
où ils avaient partagé tant de conversations, le petit salon de musique qu'il avait fait aménager spécialement pour elle, tu savais déjà ? N'est-ce pas ? Demanda-t-elle soudain. Quand tu as créé cette salle de musique, quand tu m'as donné cet appartement, tu savais que j'étais ta fille ? Laurent acquiesça, une expression de culpabilité traversant son visage. Le test ADN était revenu positif. Mais j'avais peur. Peur de te le dire. Peur que tu ne me crois pas. Peur de te perdre à nouveau. Il s'arrêta devant une porte fermée au 2e étage. J'aurais dû te le dire immédiatement, mais je voulais trouver le bon moment, les bons mots. Et pendant que j'hésitais, Véronique a frappé. Elle avait vraiment tout planifié, n'est-ce pas ? Le kidnapping, mon effacement, et 20 ans plus tard, me séparer de vous encore une fois ? Oui, mais elle a échoué. Tu es là, et elle ne pourra plus jamais nous faire de mal. Il ouvrit la porte. Derrière se trouvait une chambre parfaitement préservée, des murs peints en bleu ciel avec des étoiles dorées, un lit à baldaquin avec une couette ornée de papillons, des étagères remplies de livres d'enfants et de peluches, et sur le bureau, soigneusement posé, un petit violon rouge. Valérie porta une main à sa bouche, étouffant un sanglot. Ma chambre, mon violon. Je n'ai rien touché. Pendant 20 ans, j'ai payé quelqu'un pour nettoyer cette pièce chaque semaine, pour que tout soit exactement comme tu l'avais laissé. Au cas où, sa voix se brisa. Au cas où tu reviendrais, Valérie entra lentement, comme dans un rêve. Elle effleura les jouets, les livres, chaque objet qui avait appartenu à cette petite fille, qu'elle ne se souvenait pas avoir été. Puis elle prit le violon rouge, le tenant avec une révérence presque religieuse. « Je me souviens de celui-ci », murmura-t-elle, surprise. « C'est flou, mais je me souviens. Rouge vif, trop grand pour mes mains, et j'étais tellement fière de l'avoir. » Laurent sourit à travers ses larmes. « Tu refusais de t'en séparer, tu dormais même avec parfois. Camille disait que tu serais une grande musicienne un jour. » Valérie caressa les cordes doucement, produisant une note mélancolique. Elle avait raison. La musique a été la seule constante de ma vie. La seule chose qui me rattachait à moi-même, je suppose. Tu pourras redécorer cette chambre si tu veux, dit Laurent. La rendre plus adulte, ou choisir une autre chambre dans la mansion. Je veux que tu te sentes chez toi ici. Valérie se tourna vers lui, serrant le petit violon contre son cœur. Non, je veux garder cette chambre exactement comme elle est. Elle fait partie de mon histoire, de celle que j'ai perdue et que je redécouvre. Elle marqua une pause. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Des photos de Thérèse, pour ne pas oublier qu'elle a aussi fait partie de ma vie. Laurent s'approcha et l'enlaça doucement. Bien sûr, cette chambre est tienne. Tu en fais ce que tu veux. Les jours suivants furent un étrange mélange de joie et de douleur. Valérie explorait la mansion, redécouvrant des lieux qui éveillaient en elle des échos lointains. Le jardin où Laurent l'emmenait, lui racontant comment elle y jouait enfant. La cuisine où il lui montra la marque sur le carrelage, là où elle avait laissé tomber un pot de confiture. Le grenier rempli de cartons de jouets, de vêtements, de souvenirs soigneusement conservés. Chaque découverte déclenchait quelque chose. Pas vraiment des souvenirs clairs, mais des sensations, des odeurs familières, des textures reconnues, comme si son corps se rappelait ce que son esprit avait oublié. Un après-midi, Laurent l'emmena au cimetière, devant une tombe de marbre blanc gravée du nom Camille Delacroix, 1967-2010, mère aimante et épouse dévouée. Valérie s'agenouilla, posant un bouquet de lavande, les fleurs favorites de Camille, lui avait dit Laurent. « Maman », murmura-t-elle, testant le mot sur sa langue, « je suis désolée de ne pas avoir été là, désolée que tu sois partie en pensant m'avoir perdue. Les larmes coulaient librement maintenant, mais je veux que tu saches que je vais bien. Papa m'a retrouvée, et je promets de prendre soin de lui comme tu l'aurais fait. Je promets d'honorer ta mémoire. » Laurent s'agenouilla à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. « Elle sait, » murmura-t-il. « J'en suis certain, où qu'elle soit. Elle sait que tu es revenu, et elle est heureuse. » Ils restèrent là longtemps, dans le silence du cimetière, pleurnichant ensemble leur perte, tout en célébrant leur retrouvailles. Le soir même, Laurent prit une décision. « Il y a quelque chose que je veux faire pour toi. » Pour nous, il était assis dans la bibliothèque, Valérie en face de lui. « Un concert, en mémoire de ta mère, où tu joueras devant tout Paris, pas comme une employée, mais comme Valérie Delacroix, ma fille, mon héritière. » Valérie écarquilla les yeux. « Delacroix,
Vous voulez que je prenne votre nom ? C'est ton nom, corrigea Laurent doucement. Ça l'a toujours été. Je comprends si tu veux garder Moreau aussi. C'est le nom que Thérèse t'a donné. Et ça fait partie de toi. Mais tu es une Delacroix. Et j'aimerais que le monde le sache. Valérie réfléchit longuement, puis un sourire lent, fragile, illumina son visage. Valérie Delacroix-Moreau, les deux. Parce que je suis les deux. La fille que j'étais et celle que je suis devenue. Laurent sourit, les yeux brillants. Valérie Delacroix-Moreau, c'est parfait. Il se leva et ouvrit un tiroir de son bureau, en sortant un écrin en velours bleu. À l'intérieur brillait un collier délicat, une étoile en or blanc incrustée de diamants. Ceci appartenait à ta mère. Elle le portait le jour de ta naissance. Et elle voulait te le donner quand tu aurais 18 ans. Il le passa autour du cou de Valérie avec des gestes tendres. Tu es ma petite étoile. Et maintenant, le monde entier le saura. Valérie toucha le pendentif. Sentant le poids à la fois physique et émotionnel de cet héritage retrouvé, merci papa pour tout, pour m'avoir cherché, pour m'avoir cru, pour m'avoir ramené à la maison. Non, murmura Laurent en l'attirant dans ses bras. Merci à toi d'être revenu. Merci de me donner une seconde chance. Merci de me permettre d'être à nouveau ton père. Ils s'enlacèrent. Et dans cette étreinte, 20 ans de séparation commençaient enfin à guérir. 3 mois s'étaient écoulés depuis les retrouvailles. 3 mois pendant lesquels Valérie et Laurent avaient appris à se connaître vraiment. Pas comme employeur et employé, pas même comme 2 étrangers liés par un test ADN, mais comme père et fille. Ils partageaient les petits déjeuners, Laurent découvrant que Valérie aimait son café avec trop de sucre et qu'elle avait l'habitude étrange de tremper ses croissants dedans. Valérie apprenait que son père ne supportait pas le désordre, mais qu'il avait un faible inexplicable pour les vieux films en noir et blanc. Ils se promenaient dans le jardin, visitaient des musées, dînaient ensemble chaque soir, et surtout, ils parlaient. Des heures entières, Laurent racontait l'enfance d'Isabelle, chaque anecdote, chaque moment précieux qu'il avait conservé dans sa mémoire. Valérie partageait sa vie à Limoges, ses souvenirs avec Thérèse, ses luttes, ses rêves, petit à petit, les 2 vies, celle d'Isabelle et celle de Valérie, se tissaient ensemble. Créant une histoire unique et complète, Adrien passait régulièrement, ravi de voir son ami retrouver enfin la paix. Le procès de Véronique approchait, elle serait jugée pour enlèvement, séquestration et une dizaine d'autres chefs d'accusation. Les avocats prédisaient une peine de 20 à 30 ans de prison. Laurent n'assistait pas aux audiences préliminaires. Il avait dit tout ce qu'il avait à dire. Véronique était morte pour lui. Désormais, seul l'avenir comptait. Et cet avenir commencerait ce soir. La salle de concert du théâtre des Champs-Élysées était bondée. Plus de 1000 personnes s'étaient déplacées pour assister à ce que la presse appelait déjà l'événement culturel de l'année. Non pas pour la musique, bien que Valérie soit une violoniste talentueuse, mais pour l'histoire extraordinaire derrière ce concert. Valérie Delacroix-Moreau, la fille retrouvée du magnate Laurent Delacroix, jouera en mémoire de sa mère disparue. Les journaux en avaient de fait leur gros titre pendant des semaines. L'histoire avait captivé la France entière. Une enfant kidnappée, 20 ans de séparation, une mélodie secrète, une sœur criminelle, et enfin, des retrouvailles miraculeuses. C'était le genre d'histoire que les gens voulaient croire possible. Dans les coulisses, Valérie ajustait nerveusement sa robe de concert. Une longue création en soie bleu nuit qui lui donnait l'air d'une princesse sortie d'un conte. Le collier en forme d'étoile brillait à son cou, ses cheveux, pour une fois détachés, cascadaient sur ses épaules en vagues douces. Laurent apparut derrière elle dans le miroir, impeccable dans son costume sombre. « Tu es magnifique », dit-il avec une fierté non dissimulée. « Ta mère aurait été si fière. » Valérie se retourna, lui offrant un sourire tremblant. « J'ai peur. Et si je me trompe? Et si je gâche tout? Impossible. » Laurent prit ses mains dans les siennes. « Tu joues avec ton cœur. C'est tout ce qui compte. Et souviens-toi, tu ne joues pas pour eux. Tu joues pour elle, pour Camille, pour fermer le cercle, pour lui dire au revoir et bonjour en même temps. » Valérie hocha la tête, les larmes menaçant de ruiner son maquillage. « Je l'aurais tellement aimé, » chuchota-t-elle. « Et elle t'aimait déjà, avant même que tu naisses. Elle t'aimait. » Laurent l'attira dans une étreinte douce. « Maintenant, va lui montrer que son amour n'a pas été vain, que sa fille est devenue une femme extraordinaire. » Un coup discret à la porte. Le régisseur, « Mademoiselle Delacroix, c'est l'heure. »
Valérie prit une profonde inspiration, saisit son violon, non pas le vieux de Thérèse, mais un Stradivarius que Laurent lui avait offert, et suivit le régisseur vers la scène. Laurent monta dans sa loge privée où Adrien l'attendait déjà. De là, il avait une vue parfaite sur la scène et le public en contrebas. Des visages connus, des hommes d'affaires, des politiciens, des artistes, des journalistes, tous venus assister à l'impossible. Les lumières s'éteignirent progressivement, un silence respectueux tomba sur la salle, puis un projecteur unique illumina le centre de la scène. Valérie entra. Une salve d'applaudissements éclata, mais elle leva doucement une main, demandant le silence. Quand le calme revint, elle s'approcha du microphone. « Bonsoir, je m'appelle Valérie Delacroix-Moreau. » Sa voix tremblait légèrement mais portait clairement. « Pendant 26 ans, je n'ai pas su qui j'étais vraiment. J'ai grandi en me demandant d'où je venais, pourquoi je me sentais toujours incomplète, pourquoi cette mélodie hantait mes rêves, sans que je sache d'où elle venait. » Elle marqua une pause, ses yeux balayant le public. « Aujourd'hui, je connais les réponses. Je sais que je suis la fille de Laurent et Camille Delacroix. Je sais que j'ai été arrachée à ma famille par une trahison cruelle. Je sais que ma mère est morte en pleurant mon absence. » Sa voix se brisa légèrement. « Et je sais que mon père ne m'a jamais abandonnée. Jamais. » Dans la loge, Laurent serrait les accoudoirs de son fauteuil, luttant pour garder sa contenance. « Ce soir, poursuivit Valérie, je vais jouer pour ma mère, pour Camille, que je n'ai pas eu la chance de connaître mais dont je porte l'amour dans mon cœur. Je vais jouer la Noche Serena, la mélodie qui m'a ramenée à la maison, la mélodie qui nous a tous réunis. » Elle leva son violon, le cala sous son menton et ferma les yeux. Le silence dans la salle était absolu. Même les respirations semblaient en suspendu. Puis les premières notes s'élevèrent, douces, mélancoliques, chargées de 2 décennies de chagrin et d'espoir. La mélodie se déploya dans l'air comme une prière. Chaque note était parfaite, non pas techniquement, bien que Valérie soit excellente, mais émotionnellement, on entendait dans sa musique toute l'histoire, la séparation, la douleur, la solitude, puis, progressivement, l'espoir qui renaît, la lumière qui perce l'obscurité, l'amour plus fort que le temps. Dans le public, des gens pleuraient ouvertement. Des hommes endurcis s'essuyaient discrètement les yeux. Des femmes serraient les mains de leurs compagnons. L'émotion était palpable, presque suffocante. Laurent ne cherchait même plus à retenir ses larmes. Elles coulaient librement sur son visage, tandis qu'il regardait sa fille, sa petite étoile, briller sur cette scène. Adrien, à côté de lui, ne valait pas mieux. La mélodie atteignit son crescendo, puissante, triomphante, puis redescendit doucement, comme une caresse, avant de se terminer sur une note unique, suspendue dans l'air comme une question sans réponse. Le silence qui suivit sembla durer une éternité, puis la salle explosa en applaudissements. Les gens se levèrent d'un bloc, ovation debout. Applaudissant jusqu'à ce que leurs mains soient rouges, certains criaient « Brava !» D'autres pleuraient encore. Valérie rouvrit les yeux, surprise par la force de la réaction. Elle esquissa une révérence maladroite, submergée par l'émotion, puis, depuis sa loge, Laurent descendit, il traversa les couloirs, émergea sur le côté de la scène, et sans se soucier du protocole ou des regards, monta rejoindre sa fille. Le public rugit de plus belle en le voyant apparaître. Laurent s'approcha de Valérie et l'attira dans ses bras. Elle laissa tomber son violon dans sa main gauche et s'agrippa à lui de l'autre, sanglotant contre son épaule. « Je suis si fière de toi », murmura-t-il dans ses cheveux. « Ta mère aussi, je le sais. »« Elle était là, papa », chuchota Valérie entre 2 sanglots. Pendant que je jouais, je l'ai sentie. Elle était là. Laurent recula légèrement pour la regarder dans les yeux, puis devant tout Paris, devant les caméras qui capturaient chaque instant, il dit clairement « Bienvenue à la maison, Isabelle. Bienvenue à la maison, ma petite étoile. » Valérie sourit à travers ses larmes. « Je préfère Valérie, » répondit-elle doucement. « Isabelle est morte il y a 20 ans, mais Valérie a appris à survivre. Et maintenant, avec toi, elle peut enfin vivre. » Laurent rit, un son libérateur, joyeux. « Alors, sois Valérie, ma fille, ma fierté, mon étoile. » Les applaudissements redoublèrent. Les flashs des photographes créaient une constellation de lumière. Mais père et fille ne voyaient rien de tout cela. Ils étaient dans leur bulle, enfin réunis,
enfin complet, 3 mois plus tard. Ils se tenaient tous les deux dans les champs dorés, entourant la Bastide en Provence, l'endroit même où Isabelle avait disparu. Laurent avait envisagé de vendre la propriété, incapable de supporter les souvenirs, mais Valérie avait insisté pour la garder. « C'est ici que tout a commencé », avait-elle dit. « C'est ici que tout doit guérir. » Maintenant, ils marchaient main dans la main entre les lavandes, le violon de Valérie reposant en paix dans son étui. « Ah, tu es heureuse ?» demanda Laurent. Valérie regarda le soleil couchant qui teignait le ciel de rose et d'or. « Oui, pour la première fois de ma vie, je sais exactement qui je suis et où est ma place. » Elle serra sa main. « À tes côtés ?» Laurent sourit,